Ils sont très tendus ici, où des militants se font violenter par des passants, par des personnes, des automobilistes, comme ce monsieur et cet autre monsieur, et des gens qui veulent forcer le passage. N'utilisez pas la violence! Le gouvernement est en train d'envoyer toute notre génération, désolé de l'expression, mais à l'abattoir en fait. Il sait où il est en train de nous emmener et il ne réagit pas, donc pour moi c'est un gouvernement meurtrier en fait. Pour le sentiment qu'on nous ment en permanence, je vois pas tellement ce qu'on peut faire d'autre que de se retrousser les manches et de se dire bon bah maintenant on y va quoi. C'est malheureux de devoir perturber le public, mais en fait c'est comme ça qu'on arrivera à faire pression sur le gouvernement parce qu'il peut plus continuer à agir comme si de rien n'était, et c'est en faisant des actions comme ça et en voyant en fait les réactions du public et la violence que le gouvernement aussi ne pourra pas faire comme si de rien n'était. Il peut pas fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer. Alors, ils étaient une poignée samedi dernier, à peine une dizaine, mais ont déclenché un tsunami de réactions. Insultes, violences, mais aussi soutien et encouragement des militantes et militants du tout jeune collectif de résistance et de désobéissance civile, Dernière Rénovation, avait décidé de bloquer le pont de Neuilly entre Paris et La Défense. Objectif, exiger du gouvernement qu'il agisse concrètement sur le plan écologique. Pour le média, j'étais sur place afin de couvrir l'action en direct vidéo à voir ou à revoir sur Twitter. La police, rapidement est venue sur place pour procéder à l'arrestation de 9 personnes. 7 d'entre elles sortaient de garde à vue dimanche en fin de matinée à Neuilly. J'y étais pour recueillir les principaux témoignages à chaud à ce moment-là. On écoute et on se retrouve juste après avec Sacha, militante du collectif, qui répondra à mes questions. Moi j'ai participé hier à l'action de blocage sur le pont de Neuilly. L'opération s'est déroulée vers midi et demi. À 11h30 on a été embarqués à midi et demi. C'était plutôt une belle opération en fait. Il y a eu pas mal de réactions. Le souvenir que j'en garde juste, en tout cas spontanément, c'est qu'il y avait je pense autant de conducteurs énervés d'être en retard pour aller chercher leurs enfants ou pour aller à la crèche, que de gens qui étaient quand même en train de nous dire ce que vous faites c'est quand même énorme quoi. 23 heures de garde à vue, presque 24 heures. C'est votre première fois ? Oui, c'est la première fois que je me retrouve en garde à vue. Oui, première fois, oui. On m'avait décrit ce que ça serait et là je l'ai vécu. Voilà. Pareil, première fois en garde à vue. J'étais pas connue des services de police. Non, alors c'est pas ma première garde à vue. Mais je dois dire que celle-ci, c'est la plus courtoise et la plus agréable qu'on peut imaginer. Curieusement, j'ai pas vraiment eu peur. En fait, la peur, je l'ai éprouvée pendant l'action, mais là, non. Je pense que c'est à contrebalancer avec ce qu'on a fait sur l'action. Ce qui comptait, c'était vraiment l'action. Donc, peu importe le temps qu'on restait en garde à vue, pour nous, c'est ce qu'il fallait faire. Pour moi, en tout cas. La procédure est longue. Elle est un peu pénible parce que très administrative. Et je pense que tout le monde avait juste une envie au commissariat, c'est qu'on sorte vite parce qu'ils avaient besoin de la place dans les cellules, quoi. Là, on me dit qu'un des policiers, un des OPJ a souhaité vous garder plus longtemps que nécessaire en garde à vue. Est-ce que vous confirmez ? Rien n'est officiel. Il y a un moment donné, on nous a plus ou moins fait entendre qu'on partirait dans la journée. On s'est retrouvé à faire la journée entière et bon... On a cru comprendre, voilà, mais rien d'officiel, tout est à demi-mot. Mais effectivement, je pense que c'est vrai. Je pense qu'un magistrat a été sollicité. Ça n'a pas plu je ne sais pas à qui ici, au poste de police. Et donc, on a recité l'avis d'un deuxième magistrat. Mais tout ça, c'est des on-dit. Il n'y a rien de sûr, quoi. Bien. Et peut-être dernière chose, là vous êtes sorti de 24 heures de garde à vue, vous avez plus de votre petit thé, vos collègues sont attendus devant le poste pour vous accueillir. Sur cette action-là, sur cette façon de vous investir, on vous regarde, on vous suit, vous êtes des militantes et militants là. Il y a plein de gens qui ont peur d'aller manifester, qui ont peur aujourd'hui des répercussions de la garde à vue. Un mot pour eux, pour elles. Non, je pense que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir évaluer. C'est une expérience qui est peut-être pas sympathique, mais qui nous crée peut-être du lien dans notre collectif. Mais c'est quelque chose qui est vraiment... il ne faut pas des super-héros pour le faire, quoi. Ce qui compte, c'est qu'il y ait des répercussions médiatiques, c'est alerter la population, alerter le gouvernement, pourquoi pas. C'est ça le but de l'action. Donc c'est certainement pas une seule action qui fera bouger les lignes. Au fond, ça fait 10 ans que je fais des films écolos et peu de choses bougent. Donc c'est vrai que j'ai tendance à penser qu'il faut passer une vitesse maintenant supérieure.
En fait, c'est plus un mode opératoire qu'a choisi les dernières rénovations. C'est-à-dire derrière cette sensibilisation où tout le monde effectivement est concerné. Alors on peut se demander quel est le lien entre arrêter des voitures et demander la rénovation thermique, mais c'est alerter et que les gens prennent conscience qu'il y a des gens comme nous qui se mettent en danger pour le faire, qui prennent même le risque de la garde à vue et que les idées commencent à essaimer, à s'égrener, quoi. Mais ça ne vaut qu'effectivement s'il y a répétition. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'aujourd'hui, quand on a 22 ans, ce qui n'est plus mon cas, ou 20 ans, et qu'on a le sentiment que finalement personne n'écoute personne, il n'y a aucun respect finalement des engagements politiques, des engagements d'idées. C'est vrai que quand on a le sentiment qu'on nous ment en permanence, je vois pas tellement ce qu'on peut faire d'autre que de se retrousser les manches et de se dire maintenant on y va, quoi. Donc ça veut dire qu'on est obligé de bloquer, d'empêcher, de faire pression. Qu'est-ce qui reste comme moyen autre que ça ? Quelque part, c'est comme si on était dans un monde de fous où tout le monde est d'accord mais rien ne se passe, quoi. Oui, c'est ça. Si nous, on a pu le faire, je pense que d'autres personnes le peuvent aussi. Il faut se rappeler l'urgence de la situation. Et face à ça, comment on peut agir à notre niveau ? On s'inscrit dans un mouvement de désobéissance civile. Donc l'idée, c'est que quelques-uns commencent et qu'ensuite d'autres prennent la suite pour que, effectivement, je ne sais pas si c'est vrai, mais que le fameux chiffre de 3-5% de la population soit sensibilisée pour qu'effectivement les idées passent, quoi, et soient adoptées. Donc c'est un long chemin et effectivement, venez tous, rejoignez-nous. Et je reçois sur ce plateau Sacha, qui a le temps de s'installer pendant les 4 minutes du Magnéto. Bonjour Sacha. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation ce matin. Merci à vous. Alors on vient de voir les réactions à chaud de vos camarades militants à la sortie de 23 heures de garde à vue ce dimanche, après qu'ils aient bloqué le pont de Neuilly samedi 11. En essayant de prendre du recul, je ne sais pas si vous pouvez en prendre de là où vous êtes, quel regard vous portez sur tout ça finalement ? C'est vaste comme question. Hein. Ouais, waouh. Sur la situation, sur l'action, sur... En fait, c'est ça, le cœur de ce qu'on fait, c'est que... là, du coup, il parlait de la garde à vue, mais en fait, ça va beaucoup plus loin de ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est par la perturbation et par la résistance civile qu'on va faire réagir notre gouvernement. Et en fait, la sensibilisation, on l'a déjà faite. Les gens, ils le savent, les politiques le savent. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est pour créer une réaction du gouvernement et qu'il y ait vraiment des choses concrètes qui se passent. Oui, on le comprend bien. Alors, vous parlez d'action, il y a aussi un message, d'abord, je pense, principalement. Et d'ailleurs, quel est-il ? Quelle est la revendication, les revendications peut-être plus précises, politiques de Dernière Rénovation ? Du coup, Dernière Rénovation a décidé de faire campagne pour la demande, pas forcément la plus sexy dans l'idée, mais qui est la rénovation énergétique des bâtiments, qui est une mesure phare, en fait, de la Convention citoyenne pour le climat, qui est juste, en fait, en isolant les maisons, tout le monde gagne. Et... on peut aller un peu plus en profondeur sur pourquoi la rénovation énergétique des bâtiments, mais aujourd'hui, ça va réduire les gaz à effet de serre, ça va réduire notre consommation d'énergie, ça va créer des milliers d'emplois pour rénover, ça va alléger le portefeuille des Français, donc ça va augmenter leur pouvoir d'achat, et ça va aussi, mine de rien, aider le gouvernement, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont malades, en fait, parce qu'ils vivent dans des logements insalubres, et ça permettra au gouvernement de faire des économies de 10 milliards par an. Donc c'est juste la mesure phare. C'est une mesure, mais 1000 répercussions, quoi. C'est incroyable. Si on n'est même pas capable de gagner ce genre de combat, qui est la rénovation énergétique des bâtiments, mais le gouvernement, on peut pas. C'est juste, il faut commencer quelque part, et celle-ci, c'est la meilleure. Bien, donc on a compris, c'est assez clair. Alors, Alizée, pour parler d'elle rapidement, Alizée, qui est votre collègue, auteur de l'action à Roland-Garros, disait récemment sur BFM TV ceci, on regarde. Quand ça s'est passé vendredi dernier, vous avez senti quelle réaction dans les tribunes ? Les je sais pas comment on appelle, les vous avez été hués, sont encore en moi. J'étais très concentrée à ce moment-là. J'ai juste ressenti beaucoup de tristesse en fait sur un message que j'essaie d'amener qui n'est pas forcément entendu, et juste de me rendre compte que la plupart des personnes se sont levées pour me filmer juste parce que c'était un événement à avoir dans leur téléphone, mais c'était pas quelque chose pour eux de très important, donc ils se sont pas levés pour venir en résistance civile, quoi. Ils se sont juste levés pour filmer. Alors, une semaine plus tard, j'étais présent sur le pont de Neuilly avec vous pendant toute la durée de l'action, en direct sur le Twitter du média. Beaucoup d'automobilistes étaient en colère, agressifs et virulents envers vous, physiquement parfois, avec les activistes. Alors, on regarde quelques images, on revient juste après. Réfléchissez, c'est n'importe quoi. On a besoin de ça, là, en ce moment. On a tous des problèmes, on ne fait pas bloquer les autres. Vous avez déclaré votre
manifestation. On a prévenu la police. Ici, Non, on n'a pas déclaré, mais on a prévenu la police avant de commencer. Vous déclarez? Allez, sortez de là, madame, avant que je m'énerve. Sortez de là, madame. Sortez de là. Monsieur, Madame, monsieur, je suis médecin, il y a une urgence là. Sortez de là. Si vous avez une urgence, on peut vous laisser passer, monsieur. Sortez de là. Dépêchez-vous. Il y a des gens qui sont en train de mourir à cause de votre connerie de merde. Messieurs, moi je suis médecin, j'ai une urgence là-bas. Vous avancez s'il vous plaît. Vous avancez s'il vous plaît. Je suis médecin, il y a une urgence là-bas. Oh, messieurs, ils sont très tendus ici, où des militants se font violenter par des passants, par des personnes, des automobilistes, comme ce monsieur et cet autre monsieur, et des gens qui veulent forcer le passage. N'utilisez pas la violence! Vous êtes un pilier. C'est pour vivre pour la société. C'est pour vivre pour la planète. Il faut venir à poil. Cet homme avec son enfant vient de crier « Jetez-les dans l'eau » aux personnes, aux policiers, concernant les manifestants et activistes aussi. C'est particulièrement violent, mais là, à l'instant, vous me disiez qu'il y avait aussi d'autres moments encore plus violents que ça. Comment vous vivez ça, en fait, ces moments particulièrement houleux? C'est ma première question. Et il y a aussi sur Internet aussi, d'ailleurs, que la haine s'exprime. Ouais, j'aimerais juste revenir par rapport au passage justement qu'on voit avec le médecin. J'aimerais juste rappeler qu'avant de faire nos actions, on prévient tous les hôpitaux aux alentours pour prévenir qu'il y aura un blocage et que du coup, il faut éviter de passer par là. Et aussi, on laisse passer les ambulances. Donc là, on l'a pas vu, mais il y avait une ambulance qui était bloquée. On a débloqué, on a laissé passer les urgences et ensuite on a refait le blocage. Donc c'est juste important de repréciser ça. Ensuite, par rapport à la violence, on y est préparé, on sait. C'est malheureux de devoir perturber le public, mais en fait, c'est comme ça qu'on arrivera à faire pression sur le gouvernement parce qu'il ne peut plus continuer à agir comme si de rien n'était. Et c'est en faisant des actions comme ça et en voyant en fait les réactions du public et la violence que le gouvernement aussi ne pourra pas faire comme si de rien n'était. Il ne peut pas fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer. Et pourtant, c'est ce qu'il fait. Parce que là, la question s'impose quand même. Est-ce que c'est la bonne méthode? En fait, il y a deux choses. Nos actions, c'est un peu comme une alarme incendie. C'est très désagréable, c'est un peu irritant sur le moment, ça énerve tout le monde, mais ça vaut quand même 100 fois mieux que de crever dans une maison qui brûle en fait. Et c'est ce qu'on essaye de faire. C'est désagréable pour les personnes, mais on est obligé de passer par là pour dire que on va tous crever sinon quoi, et qu'il faut vraiment faire quelque chose. Donc ça c'est important de rappeler et de voir plus loin en fait de pourquoi est-ce qu'on fait ces actions là. Et samedi, je me permets de vous couper, j'ai pu entendre une personne vous crier, alors à vous, à vos collègues, allez plutôt bloquer l'Élysée, c'est juste à côté, c'est pas loin. Et effectivement, l'Élysée n'était pas très loin du lieu, enfin quelques kilomètres plus bas, et c'est le lieu politique de pouvoir que vous visez. Alors pourquoi ne pas y aller? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette personne? En fait, aujourd'hui, il faut être stratégique. C'est qu'il nous reste peu de temps pour agir. Notre fenêtre d'action est en train de se refermer. Donc en fait, la question, c'est pas est-ce qu'il y a un meilleur plan, c'est aujourd'hui, est-ce que quelqu'un a un autre plan qui pourrait marcher aussi vite? Et en fait, aujourd'hui, en créant des perturbations sur la route, notre but n'est pas par rapport aux citoyens et au public, c'est juste de créer une réaction immédiate en fait auprès du gouvernement et en fait de faire irruption le plus rapidement possible pour porter notre revendication. Et en fait, bloquer l'Élysée, il faudrait être 10 milliers, il faudrait être surorganisé, prévoir ça des mois à l'avance. Et au final, on l'a déjà vu, il y a eu des blocages d'autres lieux stratégiques. Et en fait, au final, il ne se passe pas grand-chose. Il se passe des choses. Enfin, là, quand vous dites ça, je pense à l'épisode des Gilets jaunes qui eux, pour le coup, ont investi les lieux de pouvoir et ils se sont fait lourdement réprimer. Est-ce que c'est ça aussi, quelque part, qui vous refroidit de vous approcher trop près des lieux de pouvoir? En fait, j'ai pas envie de répondre par le négatif de pourquoi est-ce que les autres choses, c'est qu'aujourd'hui, je crois en fait en ce plan qui est celui de Dernière Rénovation, qui est de la perturbation répétée sur les routes pour faire irruption rapidement dans l'agenda politique d'Emmanuel Macron. Donc, via le médiatique. Via le médiatique, parce que ça nous permet de faire vite irruption dans le débat. Mais en fait, nous, notre revendication, si on fait juste le buzz, ça sert à rien. Nous, vraiment, on a une revendication, on a des chiffres clés. Et en fait, on est crédible, on a une demande qui est hyper consensuelle. On fait le relais des experts. La Convention citoyenne pour le climat a déjà très, très bien travaillé là-dessus. D'autres experts sur la rénovation ont déjà bien travaillé là-dessus. Et juste, en fait, il faut que, immédiatement, le gouvernement passe cette loi, qui est pour la rénovation énergétique des bâtiments. Bien sûr. Alors, les méthodes d'action de votre collectif, on vient de le voir, Dernière Rénovation, sont finalement très proches d'Extinction Rébellion. Je sais que certains d'entre vous en viennent. Qu'est-ce qui différencie finalement vos deux collectifs?
On est très proche avec Extinction Rébellion. La seule différence, c'est que Dernière Rénovation a un autre nom, parce qu'en fait, on voulait se focus sur notre demande qui était la rénovation énergétique des bâtiments. Et aujourd'hui, en fait, on en parle un petit peu aujourd'hui, mais c'est pas le sujet, en fait. On s'en fout de quelle identité on porte. Est-ce que c'est plus ça ou est-ce que c'est plus ça? Juste, on a une campagne de résistance civile pour porter une revendication. Donc, Dernière Rénovation a un autre nom, parce que c'est là-dessus qu'on veut mettre la lumière. Bien sûr. Il y a peut-être aussi une petite différence. On m'expliquait dimanche que vous avez l'intention de faire des actions très très répétées dans un temps court, etc. Est-ce que c'est ça aussi quelque part une pression importante que vous voulez mettre sur le gouvernement, plus que d'autres collectifs? Vous voulez vraiment y aller tout le temps? C'est bien ça? On va gagner, et c'est comme ça qu'on va gagner en fait, et j'y crois vraiment, et c'est grâce à ces actions répétées qu'on va mettre pression sur le gouvernement. Et en fait, il y a quelque chose, je pense qu'on va peut-être y revenir un peu après, mais avec ces actions répétées, là on parlait de garde à vue, si le gouvernement préfère nous mettre en garde à vue et nous emprisonner plutôt que d'appliquer la loi sur laquelle il s'était engagé, mais dans ce cas-là, rendez-le visible à tous les Français. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que les gens partent en garde à vue pendant des heures, et le gouvernement accepte ça, plutôt qu'en fait de juste passer la loi sur laquelle il s'était engagé lors de la... La loi climat est passée, mais elle était vide de sens. Elle était vide de sens. Et juste aussi rappeler que le gouvernement français a été condamné pour inaction climatique par ses propres tribunaux. Oui. Donc en fait, aujourd'hui, c'est ça qui est en train de se passer. C'est qu'il y a des citoyens qui sont envoyés en garde à vue, envoyés peut-être même en prison, parce qu'on va répéter nos actions et on est prêt à encaisser, parce que personne ne nous arrêtera. On va gagner. Alors là, on rappelle ensemble la loi climat qui a été vidée effectivement de 95% de sa substance, mais aussi des condamnations du gouvernement français par deux fois pour inaction climatique. Malgré tout, vous êtes là, déterminé, en disant on va le faire changer, il va bouger, etc. Bon, vous avez quand même foi à ce qu'il change malgré tout après autant de trahison? Si je me base sur les éléments passés, je me sens trahie, je me sens délaissée. Le gouvernement est en train d'envoyer toute notre génération, désolé de l'expression, mais à l'abattoir en fait. Il le sait, il sait où il est en train de nous emmener et il ne réagit pas. Donc pour moi, c'est un gouvernement meurtrier en fait. Donc oui, je me sens trahie, mais aujourd'hui, et c'était super avec l'intervenant d'avant, c'est aujourd'hui, il faut des deux côtés. Et Dernière Rénovation, on n'est pas là pour aller contre, on est là pour pousser pour et dire qu'en fait, avec cette revendication, on permet aussi au gouvernement de choisir la face de l'humanité plutôt que de détruire le futur, mais même là, les prochaines années de sa jeune génération. Bien sûr, c'est intéressant en plus le point avec le premier invité qui du coup plus du côté politique. Vous vous sentez proche de ça? Question bête, vous votez? Oui. Vos collègues aussi, vous parlez de ça entre vous? Bien sûr, et en fait on a choisi aussi Dernière Rénovation de faire nos actions le 11 juin parce que c'est la veille des législatives et on a lancé un appel à nos députés, aux candidats et à nos futurs députés, de dire que par rapport à notre revendication, mais bien sûr que c'est à nos élus ils ont les clés, ils peuvent tout changer en fait. Donc bien sûr qu'il y a une continuité et aujourd'hui la résistance civile, elle est nécessaire. On a besoin de personnes qui rentrent en résistance civile et de pousser pour ça et c'est le gouvernement qui fera les changements. Bien sûr, alors c'est intéressant en plus de faire ce pont-là encore une fois, puisque de plus en plus de dispositifs légaux sur le terrain législatif viennent entraver le terrain de l'action militant. Alors vous avez la loi sécurité globale, les lois antiterroristes, la loi séparatisme, la loi anticasseur, la loi antienne, enfin, il y en a tout un paquet. En moyenne, une loi sécuritaire tous les 7 mois sous le quinquennat Macron numéro 1. Comment vous et votre collectif réagissez en gros face à cela? On ira jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. On est déterminés, on sait qu'on va gagner, on a un plan et on le suivra. Et en fait, je pense que toutes ces lois qui passent tous les 6 mois, moi, j'étais pas forcément au courant qu'il y avait ça. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de mettre l'humain, et on en a marre des textes de loi, et de mettre l'humain en avant justement, de là, il y a 7 personnes qui viennent de passer 24 heures en garde à vue, Alizé a passé 40 heures en garde à vue. Qu'est-ce que ça veut dire réellement, en fait? Et je pense que c'est ça qu'il faut raconter aux Françaises et aux Français, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État n'applique pas les lois et en plus emprisonne ses citoyens et ses citoyennes plutôt que de respecter les lois. C'est ça en fait qu'il faut dire. Alors vous avez 22 ans, je le rappelle. L'éco-anxiété toucherait plus de 50% des 16-25 ans. Est-ce que c'est votre cas? Première question. Et seconde question, est-ce la raison principale de votre engagement? Vous me disiez tout à l'heure en off que c'était le début, il y a quelques semaines, vous n'étiez pas dans ce mouvement-là encore. Alors non, ça fait quelques mois quand même que je suis avec Dernière Rénovation. C'est récent, tout simplement. Mais oui, en fait, parce que je me considérais pas forcément comme une militante ou une activiste toute ma vie. C'est juste que j'ai eu un déclic et en fait, on m'a mis la vérité en face de à quoi vont ressembler les prochaines années. Et une fois que j'ai vu ça, j'ai eu peur. J'étais triste,
de voir à quoi allait ressembler mon futur. Mais j'ai vite dépassé ça. Et aujourd'hui, je ne suis pas anxieuse. Je crois vraiment... Vous ne pas d'éco-anxiété. Ça serait quoi pour vous l'éco-anxiété en fait? Parce que vous en parlez, j'imagine. Pour moi, l'éco-anxiété, c'est sentir aussi qu'on n'a aucune force d'agir. Et moi, ça, j'y crois pas. Les gens, ils ont un pouvoir d'agir et c'est possible de faire changer les choses. La résistance civile, j'y crois et on va pouvoir faire réagir le gouvernement. Et il y a des exemples historiques qui l'ont prouvé. Et les soulèvements de masse populaires, c'est possible de gagner. Et avec une revendication qui est aussi claire et aussi précise, j'y crois vraiment. Et en fait, je pense que j'ai dépassé mon anxiété parce que en fait, j'ai compris que j'avais un pouvoir d'agir. Et c'est comme en allant voter. Mais c'est aussi en fait en entrant en résistance civile et en faisant des actions comme celle-ci que j'ai dépassé cette peur et que maintenant j'ai les yeux fixés sur la victoire et que juste on va y aller et on va tout faire et j'y crois vraiment. Donc je me sens plus anxieuse parce que j'ai un objectif et en tout cas à titre personnel, je sais où je vais et je vais tout faire pour gagner et cette revendication et qu'on puisse tous se sauver, quoi. Bah, c'est très bien pour terminer, parce que quelque part, vous êtes passé de l'éco-anxiété à l'éco-conscience, l'éco-activisme, on peut dire ça comme ça. Mais je pense que c'est à la portée de tous et en fait, il faut dépasser, il faut en parler autour de nous, il faut en parler. Et en fait, quand on se rend compte qu'on n'est pas tout seul dans ce cas-là et qu'on a en fait les clés en main pour changer les choses, ça change la vie et c'est important que tout le monde réalise ce pouvoir d'agir qu'ils ont. Eh bien, merci beaucoup, Sacha, d'avoir été là ce matin.